Alors, Sylvain, Mmh. j'ai toutes les confirmations qu'il me fallait. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Ça fait 30 minutes qu'on fait les cons, hein. Bon, Ouais, c'est assez pour faire 3 génériques. je voulais en profiter pour vous dire, maintenant que vous êtes encore très frais, les amis, vous avez été nombreux à nous dire que vous adorez les génériques. Évidemment, ça depuis Guerre et Mensonge, on sait, Sylvain dit beaucoup de bêtises, donc c'était vraiment important de les garder. Mais vous avez été très nombreux à nous dire que vous adorez danser à la fin du générique, puisque vous voyez des gens danser de Mmh. tout bord, de tout horizon, de tout âge, de tout style. Eh bien, nous, avec Sylvain et Pascal, on a envie de vous voir vous danser. Alors, ce qu'on vous propose, les amis, pour ceux qui sont motivés, qui aiment danser, c'est de vous filmer comme ça. Donc, pas comme ça. Vous filmez, si possible, à l'horizontale. Comme ça, on a des vidéos en 16 neuvième, ce serait vraiment top. Ouais. Et puis vous nous envoyez sur prod@emmacruzy.com vos petites vidéos, il n'y a pas besoin que ce soit long, de toute façon ça va vite. Et puis on vous mettra dans le générique, les amis, on aimerait bien, plus on aura de vidéos de votre part, et plus le générique sera 100% le vôtre. Voilà. Mmh. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Sylvain, lui, il va s'entraîner parce qu'apparemment, il est plus fort en bruitage qu'en danse. Oui. Je suis tellement mauvais, là. Mais écoute, peut-être qu'une fois tu vas te lâcher quand même. On va te mettre dans le générique en train de danser. La musique entre dans ton corps, puis là, ça fait Pascal, maintenant on va se concentrer, hein, parce que c'est bien beau de nous faire danser, mais... Alors Sylvain, dis-moi quand t'es prêt. je suis prêt. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de la déprogrammation. C'est une capsule très spéciale avec cadeaux et bonus avec Sylvain, comme d'habitude. Salut Sylvain. Hello, ça va bien? Ah oui, et toi? Ah, écoute, oui, oui, la grande forme. La grande forme, je suis en train de rénover ma maison, tout va super bien. Il y a de la poussière partout, il y a du plâtre, il y a du bruit, il y a des gens qui plantent des clous. C'est parfait. Mais je leur ai demandé d'arrêter un peu. Oui, et en plus, parce qu'on a des gens très attentifs qui Mhm. regardent nos vidéos et je pense que les amis, vous avez remarqué que Sylvain a trouvé un coiffeur. Oui, oui, oui. Oui, j'ai trouvé un coiffeur. Eh ben, ça te va très bien, tu es très beau. Merci. Encore plus que d'habitude. Non, mais pour vrai, là, Oui? c'est un peu échevelé encore, là, mais c'est pas mal. J'ai pas mis, rien dans mes cheveux, là. Alors, Mmh. avant de commencer cette, capsule bonus, parce que ça, c'est ce qu'on aime avec Sylvain, c'est qu'il nous fait des cadeaux régulièrement. Ouais, Alors qu'on parle d'un livre, il dit: «Non, mais là, on va juste faire un bonus parce que c'est très ouais, important de marquer le coup et cetera». Bien. ouais, D'ailleurs, c'est ce qui est bien aussi, c'est que ça se complète avec le livre. Il ouais. y a il y a il y a il y a des informations dans tous les sens Mmh. et je voulais quand même, Sylvain, préciser certaines choses pour, les gens qui veulent absolument avoir, le livre. Il y a effectivement un décalage entre les accès aux livres en Europe Ouais, et de ton côté au Québec. Donc, ouais. je vous confirme, les amis, que maintenant vous pouvez trouver le livre La déprogrammation. En Europe, il est donc maintenant disponible. Et Mmh. puis, pour le Québec, c'est de l'ordre de 2 semaines à peu près, Ouais, 2-3 2-3 semaines en tout semaines. cas. Ouais, ouais. Regardez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien pour aller chez, Sylvain aux éditions Charlot. Ça, c'est Mmh. pour vous les Québécois. Yep. Et puis, chez nous pour, l'Europe, emmacruzy.com et puis les DOM-TOM aussi puisque en fait, finalement, au départ, c'était l'Europe, mais il y a pas que l'Europe. Regardez, il y a plein de pays qui sont disponibles. OK. On s'occupe, de vous envoyer la déprogrammation parce que c'est une aventure, Oui. avec, Guerre et Mensonge et puis, le troisième tome, parce que c'est une trilogie. D'ailleurs, on le voit bien, Ouais, dans le livre, il a vraiment le même look. Il est plus lourd et plus épais encore que Guerre et Mensonge. ouais. Ah! Oui, je sais, j'écris pas des petits livres, ils sont C'est c'est des briques. Voilà, et Ouais. on peut se défendre dans la rue avec si on est attaqué, ça je vous l'avais déjà dit, c'est valable encore plus avec la déprogrammation, il est encore plus lourd.
Oui, en fait, avec la trilogie, tu deviens une armée. Et puis, tout ça étant dit, maintenant, on va pouvoir enfin s'intéresser à ce bonus qui va être, un poil moins long, quoique à chaque fois on dit ça, mais Ouais, on les fait quand même toujours assez longues, nos vidéos, ouais, que d'habitude. Et là, donc juste pour remettre, dans le contexte, hein, la dernière fois, on a parlé du chapitre 3 de la déprogrammation, à ouais. peu près 17 chapitres. C'était un cercle vicieux. Le Mmh. prochain chapitre, le 4, c'est le contrôle de la pensée. Alors il est génial, moi je l'adore et je me réjouis de le, de le faire. Là, on va vraiment aller dans la psychanalyse, on va parler de plein de personnes très intéressantes qui ont évidemment changé le cours de la façon de consommer et cetera. Ouais. Et puis là, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un bonus Mmh. qui, en réalité, a été, largement écrit et détaillé dans Guerre et mensonges. Ouais, C'est un chapitre à part entière, c'est le 5e chapitre de ouais, ça Guerre et mensonges, ouais, mais tu en parles dans la déprogrammation. c'est ça. Et pour toi, qui a écrit la déprogrammation avant Guerre et mensonges, dans la chronologie des faits, eh Ouais. bien, c'était important de faire ce bonus. Déjà, j'ai envie de te demander, Mmh. pourquoi est-ce que Mmh. tu as voulu faire un bonus de ce chapitre qui s'appelle The Business Plot Mmh. dans la série de capsules de la déprogrammation? Ben, en fait, tu sais, dans le fond, la déprogrammation, c'est qu'il y a quand même un fort volet historique aussi, parce qu'au fur et à mesure que je disséquais un peu dans le fond, la désinformation, ben, je me suis mis à découvrir qu'on nous avait caché beaucoup de choses dans l'histoire. Donc, pour moi, ça devenait aussi important de disséquer donc la désinformation, comprendre les rouages, qui fait ça et tout, mais surtout aussi ce qu'on nous avait caché grâce à cette désinformation-là. Donc, le troisième chapitre, qui est le siècle vicieux, faisait le tour un peu des événements marquants qu'il y avait eu entre, mettons, le début du 20e siècle et l'arrivée de Kennedy, dans le fond, et les 60 premières années. Et donc, je faisais le tour d'un peu des grandes lignes. Puis évidemment, j'ai parlé du business plot qui est quand même un événement marquant à plusieurs niveaux. Et quand est venu le temps, mais tu sais, je n'avais pas élaboré outre mesure là, ce Mmh. détail-là de l'histoire, mais quand est venu le temps de faire Guerre et mensonges, il est devenu primordial à écrire. Et quand on a fait les capsules de Guerre et mensonges, comme c'était au début, tout ça, ben, on était un peu lousse par rapport au chapitre et tout ça. Ben, on était complètement passé par-dessus cette histoire-là, dans le fond. Donc, puis pour moi, c'est un événement qui est important, qui est vraiment important pour comprendre la dynamique de ce qui est en train de se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça nous permet de tout comprendre là, la dynamique qu'il y avait entre le gouvernement, puis entre les banques, avec les banques européennes, les banquiers américains, les industries américaines, tout ça, et la position de Roosevelt à travers tout ça, de Franklin Delano Roosevelt, et non pas Théodore qui était au début du 20e siècle. Donc, au fond, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu, ça a commencé dans le fond avec le crash économique de 1929. Les États-Unis ont été, et c'est un crash économique qui avait été complètement calculé, là. Dans le fond, c'est les gros requins qui ont décidé de faire mourir les petits poissons pour pouvoir manger les bancs et se retrouver avec encore plus de contrôle économique au niveau des banques et aussi encore plus de contrôle industriel parce que les industries américaines ont tout le temps travaillé de pair avec les banques américaines, de très, très près. Puis quand je parle des industries, évidemment, c'est les grosses industries américaines, dont le complexe militaire industriel qui est collé avec les banques et tout ce qui est pétrole aussi, les trains et les transports et tout ça. Donc, tous ces gens-là, dans le fond, se sont retrouvés presque avec des monopoles à gauche et à droite. Et donc, il y a eu beaucoup d'industries qui ont pris beaucoup d'importance et de banques qui ont pris d'importance à cette époque-là. Quand Franklin Delano Roosevelt a été élu en 1932, au fond, lui, il est arrivé dans un marasme économique le plus total.
Puis en plus qu'il y avait eu les grandes sécheresses, il est arrivé en plein dans les grandes sécheresses dans le Midwest américain, tout ça. Et là, c'était du chômage partout, à gauche et à droite. Et il est arrivé avec un plan qui a appelé le New Deal, dans le fond. Et le New Deal, c'était un plan de relance économique et qui ne faisait pas l'affaire de toutes les industries américaines. Ce qui est important de comprendre pour savoir ce qui s'est passé pas longtemps après tout ça, c'est que au fond, il y a la raison de la Deuxième Guerre mondiale, là, si on la répète là, à ce moment-ci, c'est que les banquiers américains, les industries américaines ont financé les nazis, ont reconstruit l'armée allemande parce que le but était de détruire les empires coloniaux, dont surtout l'empire colonial britannique. Attends, j'ai une seconde. Donc, les industries et les banques américaines, dans le fond, ont financé Hitler pour démolir l'empire colonial britannique, pour démolir, sortir les Britanniques, les Européens des colonies, autant en Asie qu'un peu partout, et au Moyen-Orient, évidemment, parce que les banques américaines voulaient aller chercher le contrôle du économique mondial, de la finance mondiale. Donc, ça, c'est très important. Et si on regarde un peu l'histoire, comment se sont déroulées les choses, ben, on a quand même des indices assez forts qui nous laisseraient penser que Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, s'opposait à ça. Il s'opposait à ses propres industries, à ses propres banques, parce que lui était plutôt vendu au World Order plutôt qu'au New World Order. Et il a fait quelques gestes qui nous laissent penser ça. Entre autres, à une époque où l'étalon or est encore de mise, dans le fond, c'est qu'en 1933, lui, il a retiré l'étalon or et dans le fond, on a eu un premier passage de création monétaire basé sur du vent. Et donc, ce qui est assez intéressant parce que à partir du moment où les industries, les banques américaines ont commencé à financer Hitler, bien, il y a eu beaucoup de transitage d'or entre les continents qui se sont faits, entre autres à travers la UBC qui était dirigée par Prescott Bush, le grand-père, le père de George et le grand-père de l'autre George, qui ont été présidents les deux des États-Unis. Lui était pro-nazi et faisait beaucoup d'affaires avec Fritz Thyssen, qui était le magnat de l'acier en Allemagne. Et il y a beaucoup d'or qui transitait. Et donc, on voit que dans le fond, il capitalisait beaucoup sur le fait que l'or était pour demeurer l'étalon pour la création monétaire, alors que Franklin, lui, en 1933, a décidé de mettre fin à ça. Avant que j'oublie de mentionner, l'étalon or va revenir en 1944 à Bretton Woods, quand on va décider, dans le fond, que le dollar américain devient la devise étrangère pour toutes les transactions internationales et va remplacer la livre sterling. Et c'est aussi, évidemment, après la mort de Franklin Delano Roosevelt. Donc, on voit déjà qu'il y avait une dichotomie là, qui se faisait. Et non seulement ça, mais le gouvernement Roosevelt a quand même lancé plusieurs enquêtes sur le financement des nazis, plusieurs enquêtes avec la BRI aussi, dans le fond, qui avait été créée en 1930. Il y avait Henry Morgenthau, qui était son secrétaire du Trésor, qui a lancé des enquêtes pour savoir ce qui se passait à l'intérieur de ça, et ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Donc, ce qui est arrivé à travers cette vague de chômage-là et tout, ben, il est arrivé un événement intéressant en 1933, et c'est ce qu'on appelle la Bonus Army. Et la Bonus Army, c'était dans le fond les vétérans de la Première Guerre mondiale, qui avait eu lieu une quinzaine d'années plus tôt, qui avaient été démobilisés et qui ne recevaient pas les bonus qui étaient supposés recevoir par le gouvernement. Ils ne les faisaient pas payer. Puis ces gens-là, évidemment, ils n'étaient pas tous en état de travailler, c'est des vétérans.
Il y en a plusieurs qui ne sont pas revenus en bon état et tout et tout. Donc, la Bonus Army qui a été campée à la Maison-Blanche, ils ont été revendiqués leurs droits pendant plusieurs jours, tout ça. Et ils ont reçu l'appui majeur du général, dans le fond, qui était le plus médaillé de toute l'armée américaine à ce moment-là. C'était le général Smedley Butler. Et Smedley Butler a été dans le fond, dans la cour de la Maison-Blanche pour faire des speeches, pour encourager les vétérans à réclamer leur dû. Et donc, Smedley Butler, là, au fond, était vu comme un héros, un super-héros. Alors, pour les vétérans, c'était vraiment un appui de taille qu'ils ont reçu. Et là, l'histoire devient intéressante après. Il faut aussi quand même spécifier en entrée que il y a eu une tentative, dans le fond, il y a eu un attentat qui avait été fait lors d'un speech où Franklin Delano Roosevelt était présent. Il n'a pas été blessé, mais le maire de Chicago avait été tué par un dénommé Zangara qui a été déclaré fou, comme tous les tueurs de politiciens. C'est des tueurs fous isolés. Et donc, il y en a plusieurs qui pensent que la cible principale était effectivement Franklin Delano Roosevelt. Donc, on peut parler d'un possible, peut-être pas probable, mais d'un possible premier attentat à la vie de Roosevelt, qui, au fond, c'est que ces banquiers industriels autour de lui connaissaient l'allégeance à la grande finance de Franklin Delano Roosevelt et ne voyaient pas d'un très bon œil ce qui était en train de se passer avec lui, avec aussi le New Deal et tout et tout. Je prends le puff. En fait, tu vois, quand je t'entends raconter ça, Mm-hmm. je me dis que les personnes qui ont découvert nos capsules et nos échanges avec la déprogrammation Mm-hmm. devraient vraiment regarder les capsules qui ont été faites, les premières, à Ouais. partir de juillet 2020, là, Guerre et mensonges. Là, vraiment la première, Ouais. on va dire la grande tranche de nos échanges en Ouais. 17 capsules, Guerre et mensonges. Allez les voir si vous ne les avez pas vues parce que Ouais. en fait, c'est un petit peu comme quand vous regardez un film avec une trilogie, je pense, Seigneur des Anneaux, parce que forcément, c'est un des monstres du cinéma. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois que un, tu peux comprendre, mais c'est pas pareil. Et là, avec les livres, Mm. c'est la même chose, en fait. Bon, on en a 2, hein, déjà, mais c'est vrai Ouais. que si on a lu Guerre et mensonges avant, donc qui traite de la fabrique de l'histoire, Ouais. comme on l'a pas appris à l'école, hein, donc Ouais. forcément, les fake news existent depuis plus d'un siècle, elles sont devenues notre histoire, ça c'est la tagline de ton livre. Ouais. Eh bien, on arrive dans la déprogrammation Ouais. qui vraiment traite de la fabrique de l'information Ouais. avec un œil beaucoup plus près, dans le sens, ready to Ouais. learn, Ouais. que juste, si on arrive dedans juste avec l'angle de la manipulation pure, parce que bon, ça, c'est pas un manuel de neuromarketing, hein. Mm-hmm. C'est vraiment ultra important d'avoir cet angle à 360 qui s'ouvre. Enfin, Mm. c'est quand je t'entends vraiment, parler de ça aussi, de dire: «Maintenant, ça commence à devenir intéressant» et c'est Mm-hmm. souvent à la fin des capsules que, les gens, on en reçoit beaucoup, hein, de commentaires, Sylvain, tu le sais, nous Ouais. disent: «Ah bah, maintenant je comprends mieux pourquoi Sylvain a insisté là-dessus parce que je peux lier ça avec telle pièce du puzzle» et cetera. Oui. C'est un peu Ben comme oui. une chasse au trésor. Absolument. Voilà, Puis donc on va voir que ça nous explique aussi plein de choses au niveau de la suite de l'histoire. Puis c'est pour ça que cette capsule-là, dans le fond, est réellement à cheval entre les deux livres. J'en parle dans les deux, mais c'est dans Guerre et mensonges que je l'ai élaboré plus et j'ai fouillé beaucoup le sujet. D'ailleurs, j'ai trouvé une thèse de doctorat qui était super intéressante de l'université au Wayland, une Émilie, quelque chose, je ne me souviens pas de son nom, mais elle a vraiment été dans tous les documents, elle a fouillé tout ce qui s'est passé après sur cet événement-là, du business plot, sur ce qui s'est passé. Et donc, c'est probablement plus fiable que n'importe quel livre qui a été fait sur la chose parce que c'est une thèse qu'elle a développée, elle est devenue historienne par la suite aussi.
C'est fou, là, tout ce qu'elle a réussi à découvrir par rapport à ça. Donc, ce qui est arrivé, donc, Smedley Butler, le héros, ben, Smedley Butler, on l'a approché. Et là, ça a été, c'est là que ça devient, on tombe dans l'imbroglio, dans qu'est-ce qui s'est passé, là? Et c'est en arrière, c'est qu'il y a des représentants des industries. En fait, c'est un gros loup de Wall Street qui s'appelle Gerald Maguire. Donc, il représente qui exactement? On savait pas, il ne savait pas trop au début, mais c'était très certainement ou des grosses industries ou les banques ou whatever. Mais Maguire rencontre Smedley Butler et dans le fond, il lui fait une offre. Il lui dit tu vas faire beaucoup de fric. Nous, ce qu'on veut faire, c'est se servir de la bonus army, c'est-à-dire les vétérans et même une partie de l'armée, et de monter avec 500 000 personnes à Washington, renverser le gouvernement de Roosevelt. Et donc, on voit que on était en train de carrément préparer un coup d'État à l'intérieur des États-Unis pour sortir Roosevelt de là. Et donc, Butler, c'était quelqu'un qui aimait la vérité. Et on va le voir en 1936 parce que quand il va raconter ce qui s'est passé, ben, il va aussi publier un livre qui s'appelle War is Racket. Et c'est La guerre est un racket. Et dans le fond, il va expliquer que toute sa carrière, au fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a avantagé des industries américaines puis des banques américaines et c'est tout. Il a ravagé la planète pour les industries, pour aller chercher les bananes au Honduras, aller chercher le pétrole au Moyen-Orient, aller chercher l'opium en Chine. C'est toutes les guerres auxquelles il a participé, il s'est rendu compte qu'il était un racketteur, carrément. Et ça, en fait, il y a beaucoup de soldats démobilisés. Quand ils vont sortir de l'armée, ils vont se rendre compte de ce qu'ils faisaient en réalité et de ce que l'armée fait à ces endroits-là. Et je pense que ça joue probablement pour beaucoup sur les traumatismes post-guerre. Parce que psychologiquement, ça doit être assez démoralisant de se rendre compte qu'on a été l'outil de banquiers, d'industrie et pas du tout de ta patrie, pas du tout pour défendre les citoyens pour lesquels tu t'étais enrôlé à l'origine. Puis Smedley Butler, c'est probablement le plus haut gradé qui, lui, s'est complètement retourné contre le gouvernement, complètement retourné contre l'institution et qui a dit la vérité, là, ça, ce qui s'est passé. Son livre, ça vaut vraiment la peine. C'est un petit livre de rien, là, mais ça vaut vraiment la peine d'aller. Je pense qu'on peut le trouver. Moi, je l'ai trouvé en PDF sur Internet. Puis il dit des choses vraiment intéressantes. Puis, entre autres, il y a une citation délicieuse qui avait dit, c'est que Al Capone qui était le gangster, évidemment. Al Capone est capable de faire régner sa loi sur 3 districts. Moi, je le faisais sur 4 continents. J'aurais quelque chose à lui enseigner. Et donc c'est vraiment intéressant, ce personnage-là. Mais donc, Smedley Butler, qui a été rencontré par Gerald Maguire, il n'était pas intéressé du tout. En tout cas, c'est ce qu'il dit, qu'il n'était pas intéressé du tout à aller renverser Roosevelt, mais il voulait savoir qui était à la base de ça. Donc, il a accepté de le rencontrer plusieurs fois pour en savoir toujours un petit peu plus. Et pour finir par comprendre qu'il y avait des industries comme DuPont qui étaient derrière ça, qu'il y avait du General Motors qui était derrière ça, qu'il y avait donc plusieurs joueurs majeurs, Standard Oil aussi, je crois, qui avait été nommé, et la Banque Morgan. Je ne suis pas certain de tous, là, de tout ce qui a été nommé, mais il s'est rendu compte, dans le fond, que c'était carrément l'establishment économique et financier des États-Unis qui était en train de vouloir renverser Franklin Delano Roosevelt. Donc, ce qui est arrivé, évidemment, à un moment donné, il s'était rendu trop près, là, c'était trop avancé comme projet, et Butler a décidé de tout dire. Donc, il a été devant une commission sénatoriale, un comité sénatorial, il a été tout raconté, tout déballé.
D'ailleurs, il y a des transcriptions de ça et il y a des extraits vidéo de ça qu'on peut aller voir. Mais lui, en plus, il a fait un message vidéo qui a été enregistré au complet où il raconte cette histoire-là. Il raconte l'histoire rocambolesque des industries et banques américaines qui l'ont approché pour aller essayer de renverser Roosevelt. Donc, si on regarde la suite de ça, ce qui s'est passé, c'est que il faut tirer une analyse de ça. Là. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, pour moi, c'est certain que l'analyse, la seule que je vois qui est logique par rapport à ça, c'est que Roosevelt était probablement pour contrecarrer ou bloquer au moins les plans des banques et des industries américaines sur plusieurs niveaux. Donc, il y avait au niveau du financement des nazis, clairement, il voulait mettre à jour, révéler tout ce qui s'était passé. Il y avait le côté de l'étalon or qui faisait royalement chier ceux qui étaient en train d'acquérir l'or européen aussi. Puis, il y avait le fait que, dans le fond, il ne voulait pas faire entrer les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Il ne voulait pas les faire participer là-dedans parce que c'est certain que, oui, on comptait sur les nazis pour démolir l'Empire britannique et même les Japonais pour sortir les Britanniques et les Français des colonies asiatiques. Mais c'est certain que l'armée américaine devait entrer tôt ou tard à l'intérieur de la guerre pour aller établir ses bases militaires un peu partout, puis bon, mettre son hégémonie partout. Mais je pense que ça, c'était tout simplement pas dans les plans de Roosevelt. Donc, Roosevelt, je me rappelle, en octobre 1940, il y avait eu une rencontre avec Churchill au Canada, d'ailleurs, en Nouvelle-Écosse, sur un bateau. Puis il y avait une conférence de presse, puis ce qu'il avait dit, c'est qu'il n'était absolument pas question que les États-Unis participent à la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas leur guerre, et voilà. Et ce qui est arrivé, évidemment, après, en 1941, ben, au printemps, on connaît l'histoire de Rudolf Hess. Dans le fond, l'histoire de Rudolf Hess nous fait comprendre que les Allemands, les nazis, étaient supposés envahir l'Angleterre, ont décidé de trahir leurs financiers et de se tourner contre la Russie et de lancer l'opération Barbarousse. Mais on se rend compte que tranquillement, Roosevelt a quand même un peu changé son fusil d'épaule. Parce que quand est venu le temps de lancer les sanctions contre le Japon, ce qui devait éventuellement amener les États-Unis à entrer en guerre parce que c'était pour créer Pearl Harbor, ben c'est le gouvernement qui l'a fait, ça. Tu sais, l'embargo sur le pétrole. Mais en même temps, qui contrôle le pétrole? Est-ce que c'est le gouvernement ou c'est Standard Oil? Donc, est-ce qu'on lui a forcé la main pour dire qu'il y aurait un embargo sur le pétrole? C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas, il n'y aura pas de livraison de pétrole pour le Japon et c'est tout. Et on se rend compte que c'est les industries aussi d'acier qui ne voulaient plus fournir le Japon. Donc, c'est encore les banques et industries et les fournisseurs d'énergie, dans le fond, qui ont décidé de lancer l'embargo, qui doit appuyer le gouvernement, évidemment. D'après moi, on lui a tordu le bras pour dire va en avant, prends le micro, puis va dire qu'on va faire des sanctions contre le Japon parce que nous, on va arrêter de les fournir. Donc, mais il n'y a pas eu le choix, donc, à un moment donné, de suivre le plan de ce qui était pour se passer. Parce que aussi, quand est venu le temps de Pearl Harbor, ben, tu sais, attaquer Pearl Harbor le 7 décembre 1941, ben, tout le monde était au courant au gouvernement que les Japonais étaient pour attaquer à telle date et tout ça, Roosevelt inclus. C'est presque absurde de penser que Roosevelt aurait pu ne pas savoir ce qui était pour se passer. Et donc, il n'a pas dit plus que les autres à la base de Pearl Harbor, c'est-à-dire que le général Short et l'amiral Kimmel, qui étaient en charge du port de Pearl Harbor, de la marine et de l'armée de terre là-bas, n'ont jamais été mis au courant qui était pour avoir une attaque, alors que tout le monde en connaissait le jour et presque l'heure probablement. Donc, on voit que Roosevelt, puis, tu sais, on l'a laissé vivre aussi après, hein? C'est-à-dire qu'il a quand même survécu jusqu'en 1944. Il y avait
le syndrome de Guillain-Barré. On disait à l'époque que c'était la polio, mais bon, il était en chaise roulante depuis longtemps. Il était effectivement assez magané là, vers la fin. Là. Je pense qu'il est mort d'une mort naturelle. Il y en a qui soupçonnent qu'il a peut-être été assassiné, mais ça, on ne le saura jamais, évidemment. Mais j'ai comme l'impression qu'on l'a laissé vivre, puis c'est probablement parce que, au fond, les banques et industries, après leur coup raté, leur faux coup d'État qui a foiré et qui a été mis dans la face de tout le monde, qui a été révélé et tout ça, ils ont dit, OK, on ne peut plus essayer cette avenue-là. Donc, ils ont décidé de vivre et probablement en lui tordant le bras un peu partout pour arriver à leur fin. Puis, évidemment, tout le coup du business plot, à partir du moment où Smedley Butler a décidé de tout révéler, il y a une commission d'enquête qui a été lancée. Donc, une commission qui s'appelle la commission McTrick. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et donc, c'est une commission qui a été lancée et où on a interrogé beaucoup des gens soupçonnés. Et là, on parle des joueurs majeurs. Là. Les Dupont qui ont été, l'industrie Dupont qui a été témoignée. Il y a du GM Motors, du Morgan et tout ça. Il a été établi qu'il y avait eu effectivement une tentative de coup d'État qui a été amenée parce qu'il y avait suffisamment de témoins qui ont en fait approuvé toute cette histoire-là, qui ont appuyé, dans le fond, Smedley Butler sur ces révélations et tout ça. Mais la commission a à peine tapé sur les doigts de ceux qui avaient fait ce truc-là. Donc, je pense que c'est peut-être là où Roosevelt aurait amadoué un peu ses ennemis. C'est peut-être là qu'ils ont décidé de travailler un peu ensemble. Et tu vois, Sylvain, j'ai une question, ouais. à ce moment-là, parce que c'est bien de resituer aussi, hein, dans l'histoire. Maintenant, on a internet, on a les réseaux sociaux, la télévision et tout le tralala. Mhm. Mais, comment les gens avaient accès à l'information à cette époque-là, à peu près? Comment ils se renseignaient? Ouais, Sur quoi, juste qu'on se remette un peu dans le bain, si on pouvait faire, tu sais, Retour, dans le futur, c'est ce fameux film, que tout le monde ouais, a vu, ouais. En fait, qu'on aurait peut-être aimé faire. oui, c'est ça. Commencer. Il y avait deux médias, dans le fond, là, qui étaient dominants à l'époque. C'était la radio et les journaux. Et je dirais que c'est à peu près comme aujourd'hui. C'est-à-dire il y avait une pléthore de journaux là, qui étaient imprimés dans dans toutes les grandes villes et des journaux régionaux et tout ça. Mais c'était souvent des magnats qui étaient propriétaires de ça, ce qu'on appelait les magnats de la presse. Là. Ça existe un peu moins aujourd'hui. C'est des magnats de la télévision ou des médias maintenant. Mais les magnats de la presse comme William Randolph Hearst. Mais donc, qui avait quelque chose comme 85 journaux à travers les grandes villes américaines et qui racontaient toute la même histoire. Donc, il y avait toujours pas plus de points de vue, il y avait toujours un contrôle qui se faisait. Puis, il ne faut pas oublier qu'on avait fondé le CFR en 1921. Le CFR dont le rôle est de contrôler justement le contenu des médiatiques. Donc, il y avait la même emprise là, à cette époque-là sur les médias qu'il peut avoir aujourd'hui. Et il y en avait quand même moins à contrôler parce que c'était les journaux et la radio. Et l'éducation, évidemment, mais là, on te raconte encore là n'importe quoi à l'école. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu les capsules précédentes, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le CFR? Mmh! CFR, comme tu dis? Le CFR. En fait, c'est le Council on Foreign Relations. C'est pour ça que je dis CFR, parce que dans le fond, le nom est anglophone, mais ça se traduit par le Conseil aux relations étrangères, qui est un club. En fait, c'est une organisation semi-secrète, mais privée, en tout cas, qui compte environ, bon an, mal an, 4 000 à 5 000 membres et qui réunit, en fait, qui met en lien des banquiers avec toutes les têtes qui contrôlent les médias, avec les principaux avocats, avec les industries, avec des hauts gradés militaires, avec des anciens et des futurs politiciens. Parce que
quand on est en place à politique, on n'a pas le droit d'être membre du CFR, mais les politiciens vont être membres avant leur carrière puis après leur carrière. Donc, Voilà. ils font tous partie du membership. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler, dans le fond, à l'époque, c'était le gouvernement dans l'ombre. C'était celui qui, au fond, dictait les politiques au gouvernement américain. Bien que, parce qu'on parle de Franklin Delano Roosevelt, j'aime souvent dire qu'il n'y a pas eu plusieurs présidents qui se sont battus pour leur peuple parce qu'ils n'ont pas obéi justement au gouvernement dans l'ombre à plein. On a eu le premier meilleur exemple, c'était Andrew Jackson. Andrew Jackson, qui lui s'est carrément battu contre le système financier puis les banques européennes et leur ingérence aux États-Unis. Il y a eu Lincoln, qui lui s'est battu avec les Rothschilds et s'est battu contre l'Angleterre et la France aussi politiquement pour empêcher l'ingérence et qui voulait au fond faire gagner la guerre aux sudistes, là, aux confédérés, donc qui les finançaient. Et on a eu évidemment JFK qui a été assassiné. Et voilà. Il y a eu McKinley qui avait parlé de créer une monnaie nationale qui a été assassiné avant même d'émettre son premier billet. Puis il y a eu Trump, évidemment, qui s'est battu pour le peuple. Mais à travers tout ça, il y a Franklin Delano Roosevelt qui, quand même, s'est opposé à ces banques et industries, mais sans se battre pour le peuple en réalité. Il se battait pour les banques européennes. Dans le fond, là où il s'est opposé, c'est au New World Order, mais il ne s'était pas du tout opposé au World Order. Oui, alors là aussi, il va falloir juste brièvement que tu répètes ce que sont World Order et New World Order. Oui, c'est ça. En fait, le World Order, c'était, au fond, c'était ce qui a commencé avec la Révolution américaine et qui a duré jusqu'en 1944. C'était l'équivalent, dans le fond, de l'Empire colonial britannique. C'était, mais on pourrait même ajouter quand même les empires coloniaux mineurs de France et de Belgique et d'Allemagne et de Hollande. Parce que c'était les mêmes banquiers qui dominaient toute l'Europe à ce moment-là et qui contrôlaient toutes les ressources ou à peu près de la planète à travers leur réseau. La Deuxième Guerre mondiale a servi aux banques américaines d'aller chercher une grosse partie sans détruire complètement les banques européennes. Ils ont eu à traiter ensemble là, parce que justement Hitler a refusé d'envahir l'Angleterre et d'aller détruire la cité. Et moi, je soupçonne, mais là, on ne saura vraiment jamais, mais je soupçonne que si Hitler avait envahi l'Angleterre, je soupçonne que cette fois-ci, on serait passé en Suisse aussi, après, parce qu'on aurait détruit de A à Z. Sauf que là, comme la cité de Londres n'était pas détruite, il fallait qu'ils continuent à travailler ensemble et tout ça se transigeait derrière, dans ta cour arrière, Emma. Et tout ça se passait entre nazis, entre britanniques, entre Rothschilds et tout s'est passé en Suisse, à travers la Brie, entre autres. Et donc, je pense que la Suisse a probablement été épargnée du fait que les nazis ne sont jamais entrés dans la cité de Londres. Mais donc, en 1944, on a confirmé que le dollar américain maintenant prenait le dessus sur la livre sterling. Et ça a été, dans le fond, la transition vers le New World Order, qui est l'ordre du nouveau monde, qui était donc ce qu'on pourrait qualifier d'empire américain aussi, dans lequel on vit depuis 1944. Et là, on voit qu'on est à la fin de cet empire-là. Tous les signes sont clairs. L'empire américain est vivotant. Par contre, les banquiers sont toujours dominants, mais il y a politiquement, il y a beaucoup de réticence à faire suivre ces plans-là. Donc, moi, j'ai l'impression que, dans le fond, il y a une grosse partie des banques, mais écoute, c'est difficile à quantifier parce que ces gens-là sont tellement secrets dans leurs intentions. Mais je pense qu'il y a une partie des banques, dans le fond, qui voudraient garder ce qui serait le New World Order mené par les États-Unis militairement et tout ça, et l'OTAN et tout ça. Mais je pense qu'il y a une partie des banques européennes qui, elles, aimeraient mieux repartir avec un Oriental World Order,
et qui sont en train de se coller avec les grandes banques chinoises et tout, avec ce qu'on pourrait qualifier du deep state chinois. Donc, comment ça va se passer? Je ne sais pas, parce que plus ça va, depuis l'élection de Joe Biden, plus ça va, plus je me rends compte que ce qu'on avait mis sur la glace pendant 4 ans avec Trump, c'est-à-dire les plans de Troisième Guerre mondiale, ben, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de ranimer le tout en ce moment. Sont en train de faire encore plus de pression sur la Russie et sur la Chine, parce que Russie et Chine sont des pays qui veulent rester indépendants, qui ne veulent pas établir d'impérialisme, mais bien une coopération économique entre des pays autonomes. Et même si ce qui est confusant avec la Chine, c'est que dans le fond, il y a une partie du deep state chinois, lui, tout ce qu'il veut, c'est le contrôle de tout. Mais il y a une partie du gouvernement chinois, lui, qui est représenté par Xi Jinping, qui est vraiment dans la coopération, avec la coopération de Shanghai, la nouvelle route de la soie, le projet de la BRICS et tout ça. C'est clairement des choses qui sont faites pour faire travailler les pays ensemble, mais des pays autonomes, que chacun garde son autonomie et que chacun profite de ces échanges-là. Mais on ne parle pas d'impérialisme et de domination militaire et de piller les ressources de tous ces pays-là. Donc, comment ça va finir, on ne sait pas encore. Moi, parce que c'est certain que pour le New World Order, attaquer la Russie et la Chine, c'est comme un kit ou double. Donc, c'est vraiment un kit ou double, parce que, et d'après moi, ça va être kit, là. Parce qu'ils ne sont pas assez puissants militairement pour mater Russie et Chine et leurs alliés, comme l'Iran, comme d'autres pays aussi qui veulent rien savoir, la Corée du Nord et tout ça. Donc, je ne pense pas qu'ils ont ce qu'il faut pour les conquérir d'aucune façon. Pas avec les nouveaux missiles, pas avec. Et d'après moi, l'OTAN mangerait une dégelée assez rapide, même, plus rapide qu'on pense. Mais est-ce qu'ils vont justement aller jusqu'à la folie d'essayer de s'attaquer à la Russie et la Chine? Ça, on va En tout savoir cas, bientôt. ce qui est passionnant, c'est effectivement d'observer comment on communique là-dessus, ce qu'on nous dit. Parce que maintenant, évidemment, on a Ouais. plus que la radio et la presse, hein, c'est Oui. énorme. À la limite, il y a tellement, ça va dans tous les sens. Ouais. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder justement ces médias, traditionnels, hein, qu'on connaît tous, et Mhm. d'écouter vraiment attentivement ce qu'on nous dit et comment on nous dit les choses. Et Mhm. puis, est-ce qu'on nous dit les mêmes choses sur les canaux différents? Souvent oui, pratiquement tout le temps oui, Ouais. Oui. et c'est ça qui est ultra intéressant, parce que tu vois, ce que tu nous dis aujourd'hui dans ce bonus, sur le Ouais. plat, c'est qu'en fait, pendant que tout ça se tramait, aussi qu'on comprenne bien, et je pense que ça a été le cas, en fait, finalement, à quoi ça sert toutes ces stratégies? Parce que bon, aujourd'hui, on aime parler de complotisme, mais en fait, toi, tu nous parles plus de stratégie, hein, Ouais. financière, suivre l'argent, comme on dit quand on comprend plus rien, appliquer la méthode de Sylvain, follow the Ouais. money, Oui. suivez l'argent. Suivez l'or et l'argent. Et du coup, comment était l'opinion publique à ce moment-là? Parce que en fait, ce que tu nous apprends dans la déprogrammation, c'est qu'il y a des parties de l'histoire, et Mhm. ça, on va le voir dans le prochain chapitre, Mhm. où pour faciliter la compréhension quand on lit, eh bien, selon les périodes de l'histoire, tu as souligné en gras ou en moins gras, et cetera. Il y a une espèce de légende où tu nous Ouais. dis: «Bah, voilà, là, c'est des périodes de l'histoire où on a été extrêmement manipulé. Là, Ouais. c'était l'âge d'or du journalisme», par exemple, de tu nous Ouais. dis, entre 74 et les années 90, enfin Ouais. 74 et 90, c'était l'âge d'or des libertés, Ouais. individuelles, et c'est l'âge d'or du vrai journalisme. En Ouais. revanche, il y a eu des périodes où c'était la catastrophe au niveau propagande, et c'est Ouais. ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, au final, si on résume, Mhm. avant que je te redonne la parole, et dis-moi Mhm. si j'ai bien compris, depuis Mhm. le début du commencement, donc bien avant tout ça, tous ces 100 ans, mais bien, bien, bien avant, Ouais. en fait, les vrais dirigeants, ceux qu'on ne voit pas, ont toujours fait ce qu'ils voulaient, Ouais. et le vrai challenge, c'était de faire avaler la pilule aux gens Mhm. en leur faisant voir une façon, on va dire, une facette de la réalité, hein, Ouais.
les faire consentir. Enfin, on parle de cette fameuse fabrique du consentement. En gros, on leur a pas expliqué les choses telles qu'elles étaient parce que c'était pas forcément nécessaire. Oui. Ben, en fait, tu amènes un point super important, dans le fond, pour ce que je viens de dire, qui vient d'appuyer ce que je viens de dire. C'est que, dans le fond, on voit qu'il y a une espèce d'affaissement du New World Order et c'est justement dû au fait que la propagande est en train d'échapper à ceux qui nous dominent. Et c'est pour ça que, entre autres aux États-Unis, là, Trump a passé quand même 5 ans à parler de fake news et à dire aux médias que dans la face de tout le monde qu'ils sont menteurs, menteurs, menteurs. Ben, les Américains, ils l'ont compris, ça, en très grande partie. Tu sais, dans différents pays, là, justement, là, le niveau d'endoctrinement que autrefois les médias et l'éducation pouvaient faire, ben, c'est de beaucoup réduit maintenant. Et l'influence est moins évidente qu'elle était il y a encore 1 an, je te dirais, parce que Mmh. leur fausse pandémie a éveillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, si tu perds la main sur la propagande, tu ne peux plus faire avaler quoi que ce soit. Et ce qu'on peut voir à travers toute l'histoire des États-Unis là, depuis le début, depuis la Révolution américaine, ça a toujours été hyper important d'avoir l'opinion publique du côté du gouvernement. Ils ont pris un soin incroyable parce que tout est basé aux États-Unis, dans le fond, tout le système de l'armée et des attaques et tout ça, des guerres, c'est toujours basé autour d'un patriotisme fort, OK, pour les Américains. Et donc, il n'y aura pas l'appui de la population si on ne pense pas qu'on va en guerre pour les bonnes raisons. C'est ça. Et c'est doublé par le fait qu'il y a 383 millions d'armes entre les mains des citoyens américains, ce qui fait une grosse différence avec tous les autres pays où à peu près, c'est que tous les citoyens sont armés jusqu'aux dents. Donc, on doit avoir l'opinion publique de son côté avant de faire quoi que ce soit. Puis là, ben, si on regarde, tu sais, les États-Unis en ce moment, avec Biden et les démocrates, voudraient bien soumettre un peu tout le monde un peu partout, mais ils ne peuvent pas lancer de guerre à grande échelle en ce moment parce qu'ils ont perdu la main sur le contrôle sur les médias. Donc, les médias n'arrivent plus à faire avaler quoi que ce soit, ou en tout cas pas grand-chose. Ils savent à peu près tous que Biden a volé l'élection. Tous les citoyens le savent en ce moment. D'ailleurs, on garde la garde nationale déployée à Washington et tout, parce que la raison est probablement parce qu'ils ont peur que des gens aillent le sortir de là, carrément. Donc, je pense que, justement, on peut voir une implosion du système. Et évidemment, si on regarde au sens plus large après ça, pour, mettons, un grand reset planétaire, ben, aux États-Unis, ça peut à peu près pas se faire. En tout cas, le plan tel qu'il a été présenté par le méchant de James Bond, Klaus Schwab. Mais lui, ça ne peut pas se faire là, de cette façon-là. Les Américains ne vont pas l'accepter. Si ça ne se fait pas aux États-Unis, évidemment, il y a plein d'autres pays qui ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas embarquer dans ce truc-là. Il y a des pays qui disent qu'ils ne veulent pas de la crypto-monnaie européenne. La Pologne le dit d'un côté, la Suède le dit. Et donc, on voit qu'il y a un gros manque d'homogénéité dans tout ce qui est en train de se passer en ce moment, ce qui montre un effritement du New World Order. Et c'est pour ça que ça devient quand même intéressant parce que lui, si on n'est pas capable de faire le grand reset, si on veut réduire la population mondiale, si on veut la dominer, c'est quoi? Ben, il reste la Troisième Guerre mondiale, mais qui va embarquer là-dedans maintenant? Quel pays va embarquer puis dire nous, on va aller avec vous attaquer la Russie et la Chine puis se faire démolir? Donc, ça risque de devenir très intéressant parce que moi, je vois une volonté des élites d'essayer de nous faire haïr la Russie et la Chine à travers les médias. Ça ne fonctionne plus comme avant, en tout cas pas autant qu'eux voudraient, mais ça ne sera probablement jamais assez pour justifier une guerre contre eux autres. Donc, c'est comme si nos élites, à ce moment-là, du New World Order, sont dans un cul-de-sac. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment ça va se passer dans les prochains mois et années.
Oui, et l'avantage qu'on a avec toi, c'est que tu peux nous faire des bonus, hein, quand tu veux Mmh. et des des petits, plus cadeaux, parce que nous, on aime bien ça. Franchement, on Ouais, aime bien ouais, et puis ouais, tout est lié parce que c'est important ouais. aussi, de toujours, bien expliquer et j'espère qu'on le fait les amis. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos Ouais. commentaires. Heu, Justement, la relation entre toute cette histoire qui est pas si vieille que ça finalement, hein, c'est le siècle d'avant là, dont tu parles principalement dans la déprogrammation et puis Mmh. ce qui se passe maintenant parce que finalement, ça a pas beaucoup changé que ça, hein. C'est juste le support. Le support a Oui, changé. oui. Mais Ah, c'est pareil. Ben là, c'est ça. En fait, là, on est rendu, je dirais, à la troisième ou la quatrième vague de support. Tu sais, on a eu longtemps la religion qui dominait le peuple et les nouvelles arrivaient par justement les curés et tout. Après ça, on a eu les journaux pendant longtemps qui ont dominé, la radio. La télévision est arrivée dans le début des années 50, disons, et dominé complètement tous les médias. Tout en ayant les journaux pendant longtemps aussi. Mais journaux et télévision sont mourants, tous. Et en ce moment, donc, ce qu'ils essayent de faire en ce moment, c'est prendre le contrôle d'Internet parce que mmh, ça va être le prochain outil de propagande. Donc, ils essayent de censurer tout ce qui ne fait pas leur affaire de plus en plus. Alors qu'au début, il faut se rappeler, là, Internet était supposé de demeurer sans censure, là, jamais. Et là, ça censure, mais pas à peu près, sur à peu près toutes les plateformes monopolistiques ou à peu près de YouTube, de Twitter, de Facebook et consorts. Donc, ouais. c'est le prochain outil de propagande et d'endoctrinement, mais encore là, est-ce qu'ils vont réussir? Ah. Je ne sais pas, en tout cas, c'est sûr que les gens ne sont pas aussi simples à tordre qu'avant. En Mhm. tout cas, je trouve que le niveau a vraiment sacrément, évolué, même, Ah, c'est en clair. une année, hein, vraiment, Ouais, vraiment, vraiment. ouais. Sylvain, est-ce que selon toi, on a fait le tour de ce bonus aujourd'hui ou il manque des choses? Non, on a même été un petit peu plus loin, mais c'était le fun, je trouvais, de ramener ça à aujourd'hui aussi parce qu'on est dans le même machiavélisme, hein. Ouais, non et puis, c'est vrai que nous, on aime bien parler de stratégie, mais j'aimerais quand Ouais. même qu'on puisse se réjouir tous ensemble de la prochaine capsule parce que je vais vous annoncer le menu Mhm. et vous pourrez vous préparer le fameux plat de pâtes olio, aglio, peperoncino. Je Ouais. crois que je vais me faire ça bientôt, hein, c'est vraiment Ouais, trop ça bon. sonne bien. Moi, je vais faire un Mmh. pâté chinois, je pense. Alors, le programme du chapitre 4, c'est le contrôle de la pensée. Là, on va aller, à fond. Moi, j'adore. Psychanalyse de masse. Mhm. Tu vas nous parler de, bah, évidemment, Freud, Ouais. son petit-neveu, Ah, petit, ouais. Édouard. Eddie Oui, Bernays, oui, la publicité. Comment et alors ça, c'est génial les amis, ouais, comment on vous a fait acheter des choses dont vous n'aviez pas besoin? ouais. Heu, L'exemple de Betty Crocker est oui, super j'ai intéressant. adoré ce Ah passage de oui, je ton le sais. livre. Je le Ah sais, ouais, c'est on va le génial. raconter, c'est trop Voilà, ça, on drôle. racontera la prochaine fois comment on a réussi à rendre, enfin, à augmenter des ventes de petits gâteaux. Enfin, vous verrez, c'est Oui, 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 génial oui, et en oui. fait, c'est pour ça que je te dis, ça n'a pas beaucoup changé, en fait, parce que la psychologie des masses, Ouais, eh bien, ça fait un sacré moment qu'il y a des gens qui travaillent sur votre comportement quand vous êtes, à l'état de foule ou même de consommateur, hein, les amis, ouais, hein. ouais. Ben, C'est c'est juste ça, que c'est ça, c'est qu'on va voir dans le fond avec, avec l'avancement puis le développement de la publicité, au fond, comment la propagande est passée de quelque chose de très, très premier degré à quelque chose de pas mal plus complexe, qui c'est allait ça. jouer pas mal plus dans la tête des gens. Mmh. Donc ça va être, tu vas nous parler donc tu parlais de cette Betty Crocker des focus groups. Qu'est-ce que Oui, oui, c'est? oui, Tu vas oui, nous oui. expliquer ça. Yep. Tu vas aussi nous parler d'un un outil de propagande pro-guerre qui a fait fureur, c'est newsreel. Oui. Parce que nous ici en Europe, jamais entendu parler, hein, sauf si tu vas Mmh. aller, fouiller là dans ces thèmes-là. Ouais. Tu vas nous parler de l'arrivée de la télé dans les salons. Enfin, on Mmh. va reprendre de nouveau des périodes et vous allez pouvoir, justement noter les périodes où, les gens donc nos ancêtres ont été sacrément travaillés au corps au niveau de la propagande, puis les périodes où ils Mmh. ont un peu plus soufflé, donc ça sera sympa parce que ça fait un peu quiz, moi j'aime bien. Oui, c'est ça. Oui, oui et puis, évidemment,
Mmh. Tu vas nous parler de plein de détails, croustillants avec Mmh des mh. exemples, comme on aime dans la vraie vie. En tout cas, Ouais. là, sur le contrôle de la pensée, il y en a qui risquent de tomber de leur chaise parce que des fois, il suffit de pas grand-chose pour faire, Ouais. basculer l'opinion publique, hein. Puis c'est facile à comprendre une fois qu'on en a les détails en Oui, plus, là, les mécanismes, là. Ouais. ouais. Mmh. Bien, bah, écoute, Bon. Sylvain, je te remercie beaucoup. Je rappelle à nos amis que tous les liens pour retrouver Sylvain au Québec, sont dans le descriptif de cette vidéo. Idem, pour le reste, on va dire de l'Europe, quelques DOM-TOM et cetera. Vous pouvez, commander le livre, La déprogrammation. Guerre et mensonges, on a donc du coup parlé de ce chapitre 5 qui est vraiment lié, hein, parce que c'est un Ouais. thème qui a été repris dans les 2 livres. Mmh mh. Et puis, je vous invite vraiment, si c'est pas déjà fait, d'aller voir les anciennes capsules parce que là, votre puzzle, il va vraiment devenir Ouais. super Ouais. conséquent Oui. et ça va vous faire aimer l'histoire, les amis. Partagez cette vidéo comme d'habitude, commentez et Et que on s dire de plus? Continuez à être aussi, aussi sympa et aussi fidèle. Merci en tout cas pour, vos retours adorables, vos encouragements. Et pensez à danser, à vous filmer si, vous avez envie de faire partie du générique de fin avec votre téléphone dans le sens horizontal. Parce que sinon ça fait 2 lignes noires et c'est moche de côté. Ouais. Donc faites comme Sylvain, sortez vos plus beaux atouts, hem, vous mettez au placard la timidité Mmh. et à participer à ce beau moment de fin qui fait qu'on arrive un peu à oublier, la période complètement, dingue que nous vivons tous. Mmh Ce mh. grand virage, mais on va y arriver, et puis on a Oui. un nouveau monde en préparation, Sylvain en fait partie et Ouais. Mais on te remercie. et toi aussi, tu es en train de t'assurer de le peupler en plus, c'est super. Merci Sylvain pour ce moment ensemble. Merci Ouais. les amis. On se voit bientôt. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.